avec incident, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo école le bon. Congo école le bon. Congo école le bon. Encore. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire sur la situation sécuritaire en RDC. Ici donc, il y a des nouvelles fraîches. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa, vous avez la parole. Monsieur le Président élu, Monsieur le membre la Mouka, cher Banamoka, bonjour. C'est pour moi un privilège de partager avec vous brièvement autour de la situation qui sévit à Goma, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. J'ai eu le privilège de faire un séjour de 14 jours. Je suis arrivé à Goma le mardi 24 janvier et j'en reviens aujourd'hui. Alors ma communication va porter autour de deux points. Le premier point, ce sont les constats, qu'est-ce que j'ai constaté. Le deuxième point, ce sont les perspectives d'avenir au regard de ces constats. Alors, les constats. Comme nous l'avons dit dans les séances précédentes à ces lieux, le M23 a refait surface depuis le 8 novembre 2021. Et le constat, c'est que depuis les résurgences, le M23 se révèle plus cruel et plus pillard qu'en 2012-2013. Plus cruel, pourquoi? Parce que dans le territoire de Rutshuru, dont le 3/4 est désormais sous contrôle du M23 RDF, les forces du M23 de l'armée rwandaise se sont illustrées par plusieurs massacres contre les populations congolaises. À titre illustratif, en date du 21 juin 2022, ils ont perpétué un massacre de 12 personnes dans 3 villages du territoire de Rutshuru, le village Bikenge, Ruvumu et Bouaro. En date du 1er juillet, massacre de 31 personnes au village Ruseke, dans le territoire de Rutshuru. En date du 21 au 22 novembre, le massacre de Buhambi, toujours au territoire de Rutshuru, 10 personnes tuées, dont un vieillard de 71 ans, retrouvé mort dans un village appelé Boutare. Le massacre le plus connu, le massacre de Kishiché, du 29 au 30 novembre, au moins 270 personnes massacrées. À côté de Kishiché, il se trouve un domaine agricole appelé Kahumiro. En fait, ils ont perpétré le massacre de Kishiché pendant qu'ils revenaient de Kahumiro. Et ce domaine agricole, jusqu'à présent, est inaccessible pour pouvoir dénombrer les victimes. Mais les rescapés nous témoignent que le massacre de Kahumiro risque de présenter un nombre plus important que celui de Kishiché. Il y a le massacre dans les champs de Kazaro. Kazaro, c'est lorsque vous quittez Mabenga, vous vous dirigez vers Bambo, dans la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru. Les compatriotes étaient en train de procéder aux récoltes de haricots et de maïs.
Et les gens du M23 RDF ont massacré systématiquement les gens dans les champs. Et sont venus avec des gros camions pour emporter les récoltes vers l'Ouganda. Il y a également le massacre de Rusekera en janvier 2023, dont 7 femmes ont été enterrées vivantes dans une même fosse commune et 50 personnes ont été emportées dans un camion Fuso. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la destination, mais les habitants ont retrouvé certains corps le long de la route entre Tongo et Kalengera. Alors, à côté de ce massacre, il y a la situation insupportable des déplacés de guerre. Depuis le début de cette agression, en novembre 2021, une partie des populations de Bunagana, à la frontière entre l'Ouganda, la RTC et le Rwanda, une partie a fui vers l'Ouganda et une partie est descendue jusqu'au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Ceux qui avaient trouvé refuge en Ouganda ont été soumis à des conditions difficiles. Les services de sécurité de l'Ouganda se sont mis à les chasser pour les ramener dans les territoires sous contrôle du M23. Alors, la société civile et certaines notabilités du territoire de Rutshuru ont organisé des convois de camions pour ramener ses compatriotes de l'Ouganda vers Rutshuru. À l'arrivée du M23 RDF à Rutshuru en date du 29 octobre 2022, le M23 RDF a fait fuir ses déplacés. Une partie s'est dirigée dans la partie nord de la province du Nord Kivu, vers Lubero, Butembo, et une partie s'est dirigée vers Rumangabo, Kibumba. Au fur et à mesure que les M23 RDF progressaient vers Kibumba, vers Rumangabo, ces déplacés ont été contraints de fuir jusqu'à Goma, où on les retrouve dans 3 principaux camps. Dans ces camps où j'ai été le mercredi, au lendemain de mon arrivée à Goma, la société civile dénombre au moins 215 personnes décédées à la suite de choléra qui sévit dans les cas. J'étais avant-hier au centre hospitalier Virunga pour prendre les statistiques des enfants décédés à la suite de la malnutrition. J'ai relevé les statistiques de 83 enfants. Les enfants sont les plus exposés, plus vulnérables parce que ces déplacés vivent sans assistance, à part les secours minimaux apportés par les ONG. L'assistance du gouvernement congolais est totalement absente, à part les jours où le gouverneur militaire a apporté du biscuit et du jus aux déplacés. Alors, à part la situation des déplacés, il y a la situation de ceux qui sont restés dans le territoire sous contrôle de M23. À part ces massacres, le M23 procède au déplacement forcé des populations restées le long de la route nationale numéro 2 entre Goma et Rutshuru, parce que de temps en temps, il surgit des résistants contre les convois du M23 et la stratégie du M23 consiste à chasser donc les populations de leurs maisons pour aller les cantonner dans des endroits éloignés de leur village, éloignés de la route nationale, sans leur accorder la possibilité d'accéder à leurs champs. C'est donc une situation de détresse. Alors, toujours dans les constats, la vie à Goma. Depuis le 29 octobre 2022, date de l'arrivée des terroristes du M23 RDF à Rutshuru, Kiwanja, Rubare,
Kalengera, Kako, toutes les agglomérations le long de la route nationale numéro 2, eh bien, cette Goma a été privée de toute possibilité de ravitaillement à denrées alimentaires, à produits de première nécessité, à provenance de Rutshuru, à provenance de Butembo. Jusqu'à ce jour, cette route est infréquentable. C'est un calvaire. Les habitants de la province du Nord Kivu se sont engagés à prendre le risque sur une autre route plus à l'ouest, la route qui va de Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, Butembo. C'est une route très très longue, à très mauvais état, mais également parsemée de groupes armés. Mais au nom de la survie, c'était la seule route que les habitants étaient contraints d'emprunter. Cette route est désormais coupée également de toute circulation depuis que le terroriste du M23 RDF a pris le contrôle de la cité de Kichanga, le territoire de Massissi, en date du 26 janvier 2023. La seule route qui reste pour Goma et qui a mené une petite quantité de denrées alimentaires, c'est la route qui passe par Goma, Mushaki et Massissi Centre, mais également Sake Minova. Malheureusement, depuis avant-hier, les affrontements se passent dans le village Lumoka. Lumoka, c'est à 7 km de Sake. Et donc, le risque est grand. Et selon les indiscrétions que nous avions déjà reçues depuis avant, que l'objectif du Rwanda était de contourner la ville de Goma et d'aller occuper Sake dans le but d'empêcher au FARDC d'évacuer l'armement qui se trouve à Goma. Et donc lorsque ces gens-là se retrouvent à 7 km de Goma, de Sake, eh bien, vous comprenez que le risque est grand, que même de Massissi, rien ne va passer pour alimenter Goma. Non seulement 7 km au nord de Sake, mais également, depuis hier, les affrontements étaient autour de Mushaki. Mushaki, c'est sur la route vers Massissi Centre, légèrement à l'ouest de Sake. Conséquence, les denrées alimentaires sont rares sur le marché de Goma. Un sac de braise coûte maintenant 75-80 $. Et ce sac de braise, j'étais avant-hier au port, chose jamais vécue, la braise vient de Bukavu. Alors, les denrées alimentaires ne peuvent venir, c'est une manne pour le Rwanda, qui déverse maintenant tous ces marchands sur la ville de Goma après avoir coupé Goma des villes, des territoires congolais qui l'alimentent. À part la crise alimentaire dans la ville, il se vit une psychose, une angoisse devant le fait que le FARDC abandonne en répétition les agglomérations. Depuis le 13 juin, où les M23 RDF ont pris le contrôle de Bunagana, le 29 octobre, où ils ont pris le contrôle du chef-lieu du territoire de Rutshuru, ensuite de la cité de Kiwanja, de la cité de Kako, de la cité de Rubare. Ils ont progressé tout au long du mois de novembre pour aller prendre le contrôle du groupement de Tongo, aller jusqu'à prendre le contrôle de la cité de Kishiche. Ils avancent jusqu'au 26 janvier
la prise de Kichanga. Avant-hier, c'était la prise du village de Kilolirwe. Kilolirwe à 12 km à l'ouest de Saké. Les populations s'effondrent davantage dans l'inquiétude, dans l'angoisse. À part cet état de psychose, bon, brièvement, ce sont là les constats que j'ai pu faire. Alors face à ces constats, quelle perspective? Les informations réunies que j'ai pu recueillir indiquent clairement que le plan de balkanisation est dans sa phase terminale. Elle est dans sa phase terminale. Nous avons eu l'information que depuis le mois d'août, le M23 procède à des recrutements et dans les centres de recrutement, le discours idéologique donné aux recrues consiste à leur dire que avant la conférence de Berlin, le royaume du Rwanda étendait ses limites jusqu'à Walikale, jusque dans le Shabunda au sud Kivu, et que la conférence de Berlin a causé une injustice historique au Rwanda en accordant à la RDC les terres les plus riches de l'ancien royaume du Rwanda et en laissant au Rwanda un territoire minuscule et le plus pauvre. Et que donc il appartient à ces Rwandais-là de corriger cette injustice en venant récupérer les terres qui leur appartiendraient historiquement. En plus de ce message adressé aux recrues, mais également des pasteurs d'origine rwandaise prêchent dans leurs églises. Vous avez suivi la vidéo d'un pseudo-pasteur qui prêchait dans une église de Goma qu'il y aurait 3 peuples sur la terre auxquels Dieu aurait destiné des terres qui ne leur appartiendraient pas, que le premier peuple serait les Juifs, auxquels Dieu a donné le pays des Philistins, des Cananéens, que le deuxième peuple, ce serait les Anglais, auxquels Dieu aurait donné la terre des États-Unis qui appartenait historiquement aux Amérindiens et autres, et que le troisième peuple, ce sont les Rwandais, auxquels Dieu aurait destiné la RDC. Donc, il s'accompagne d'un discours idéologique, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est cette avancée militaire par laquelle il procède pas à pas à l'occupation d'un territoire. Alors, non seulement ce plan avance, mais il n'est pas impossible que, au regard de la facilité avec laquelle ils prennent le contrôle des agglomérations, il n'est pas impossible qu'ils changent de perspective. À l'instar de l'expérience de 96, la guerre de l'Afdel, vous vous souvenez qu'au départ, l'insurrection éclate à Uvira, ils avancent, ils prennent le contrôle de Bukavu et de Goma, et au cours d'un meeting, à Goma, fait Laurent Désiré Kabila pose la question, vous voulez que nous restions à Goma ou bien que nous puissions évoluer? Ils ont donc changé de perspective, constatant que l'armée sous Mobutu à l'époque ne parvenait pas à empêcher leur progression. Et donc aujourd'hui, il n'est pas exclu que si rien n'est fait pour les empêcher de prendre le contrôle de Goma,
ils changent de perspective. Déjà, cela s'est dit qu'ils sont entrés, les troupes rwandaises, leur présence est signalée dans la plaine de Ruzizi, mais également des éléments de l'ex-CNDP M23 seraient signalés vers Calais, dans le but de lancer des attaques sur Bukavu. Alors, survenait donc à prendre le contrôle de Goma, certainement qui devraient mettre en place une administration, et dans le but de rallier une certaine opinion, parce que le seul obstacle majeur contre leur avancée, c'est l'hostilité farouche de la population. Mais à mon avis, il devrait concevoir des stratégies pour essayer de tromper l'opinion, ce qui fait qu'il ne faudrait pas leur laisser du temps. Faute de quoi, eh bien, nous risquons d'entrer dans un processus trop long, qui va conduire, par exemple, jusqu'à la fin de l'année 2023, probablement sans l'organisation des élections. Et lorsque le mandat de fait des institutions en place va prendre fin, ce sera une nouvelle donne d'amplification de la crise. Et donc, à mon avis, il est urgent que des efforts, des stratégies soient conçus pour pouvoir contraindre cette balkanisation qui est en marche. Enfin, l'EAC, vous avez suivi la journée ville morte organisée hier à ville de Goma pour exprimer le ras-le-bol de la population au regard, comme je le disais, de l'abandon répétitif des agglomérations par nos forces de défense, mais également au regard du fait que l'EAC se comporte comme une police du M23. C'est-à-dire depuis le 23 décembre, les terroristes du M23 ont prétendu quitter Kibumba à la suite du communiqué du 23 novembre 2022. Mais en réalité, ils sont toujours là, ils maintiennent leur position. Par contre, l'EAC ne peut pas autoriser au FARDC, laisser les éléments FARDC entrer dans Kibumba. L'EAC ne peut pas non plus même permettre à la MONUSCO d'entrer dans Kibumba. Il y a une cohabitation entre EAC et M23. Non seulement à Kibumba, mais également dans les camps militaires de Rumangabo. Le M23 maintient ses positions tout autour du camp et l'EAC maintient une unité dans les camps de Rumangabo. Les populations ne peuvent pas y accepter, il ne s'agit pas d'une force offensive, il ne pouvait pas en être autrement. D'où les manifestations d'hier avaient pour message également d'exiger que cette force puisse dégager. Bref, pour me résumer, le danger est grand. La nation est au bord de l'implosion. Parce que, lorsque je compare la situation actuelle à la situation de la guerre 98-2003, diplomatiquement, les pays de la SADC ont contré l'avancée du Rwanda et Ouganda, qui avait progressé jusqu'à Kasangulu ici. Mais les pays de la SADC nous ont été d'un soutien remarquable. Aujourd'hui, Tshilombo a décidé de tourner les dos aux pays de la SADC. Il a plutôt choisi
d'entraîner le pays au sein de l'organisation composée des agresseurs. Non seulement il a livré le pays entre les mains des agresseurs, mais également les derniers incidents montrent que diplomatiquement, il perd même les pétales au sein de l'EAC. Premier incident, c'est la lettre de la force régionale adressée au gouvernement de la RDC pour demander des explications au sujet de la demande d'expulsion des officiers rwandais présents dans la force EAC. Pourtant, Félix avait dit que les Rwandais étaient absents, étaient présents. Mais à différentes rencontres, la population, la société civile a constaté que les officiers rwandais étaient là. Finalement, nous avons bien communiqué le FARDC demandant à ces officiers-là de quitter le territoire congolais. Et en réaction, le commandant de la force régionale adresse une lettre au ministre des Affaires étrangères de la RTC pour que la RTC explique pourquoi ces officiers rwandais doivent rentrer. Deuxième incident, c'est lors de la rencontre de Bujumbura du 4, où la vidéo a circulé, M. Félix s'adresse au commandant de la force, lui demandant de ne pas aider les M23 et disant que ce serait dommage si les populations congolaises devaient s'apprendre à l'EAC. Et on voyait à côté le président Ruto qui riait, comme pour dire, mais pourquoi n'a-t-il pas été en mesure, n'est-ce pas, de convaincre les chefs d'État de l'EAC sur la ligne à conduite de la force régionale? Donc, manifestement, c'était un geste d'exaspération parce que par rapport au communiqué du 23 novembre, que nous avons d'ailleurs fustigé, qui consacrait une zone tampon qui devait être sous le contrôle de cette force EAC, si jamais l'M23 RDF devait se désengager, les communiqués du 4 février 2023 constituaient un recul beaucoup plus grand, dans lesquels ces chefs d'État disent clairement que la seule issue possible à la crise consiste à un dialogue entre toutes les parties. Donc, devant l'avancée du M23 RDF, la RDC est partie au sommet de Bujumbura du 4 février à position de faiblesse et on lui impose de négocier. Pour négocier quoi? Avec les agresseurs, avec le Rwanda. Nulle part, ces chefs d'État n'ont pris l'audace de condamner l'agression de notre pays et victimes. Nulle part, ces chefs d'État n'ont condamné le fait que le M23 RDF ait violé les différents communiqués antérieurs. C'est-à-dire que l'EAC est en train d'accompagner timidement la balkanisation de notre pays et il nous revient d'étudier comment nous relevons le défi. Non seulement donc au plan diplomatique, Félix a entraîné le pays dans la communauté des agresseurs, mais de mon point de vue, même par rapport à 98-2023, bon, on ne voit pas la force mobilisatrice, la force de démobilisation de la population comme cela a été le cas en 98-2003. Bref, si rien n'est fait, chers compatriotes, le pays risque de nous échapper pour longtemps. Voilà donc ce que j'avais à communiquer. Avec beaucoup de réserves, nous avons eu des informations sur ce qui se passe sur les lignes de front. C'est que
Tshisekedi entretient délibérément le chaos. D'abord, la confusion au niveau de la chaîne des commandements. Le Nord Kivu compte pas moins de 23 généraux. Et on note une cacophonie dans la chaîne des commandements. On ne sait pas qui commande qui. Alors qu'en 2013, le général Lissier Baouma avait l'unité de commandement sur toutes les forces. Il était le seul général à la province. Et on a vu ce que les FARDC ont été capables de faire contre l'agression. Aujourd'hui, délibérément, Félix entretient cette confusion au sein de la chaîne. Il n'est pas exclu d'attendre que le relèvement des unités pose problème alors que ces militaires donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Mais pourquoi ça pose problème? Il n'est pas exclu d'attendre que sur les lignes de front, ils ont fait 2-3 jours sans avoir reçu de l'eau à boire ou de la nourriture à manger. Donc, il y a un problème réel qui fait que, au même moment que nous devons fustiger la complicité des partenaires, mais il faut surtout et principalement mettre en échec la complicité qui s'est fait voir au travers de la manière dont Félix assure la gestion et la conduite des opérations militaires à l'est de la RDC. D'un côté, il développe un discours agressif contre le Rwanda pour flouer l'opinion. Il a adopté notre discours finalement, mais sur le terrain, il entretient la mise en difficulté de nos forces pour les rendre dans l'incapacité de contrer l'ennemi, de manière à ce qu'avec cette progression aux portes de Goma, eh bien, on nous mette dos au mur, contraindre les populations à accepter n'importe quel terme des accords qui pourraient être signés. J'ai entendu certains habitants dans leur angoisse, dans leur détresse, en train de dire finalement, est-ce que le gouvernement existe ou n'existe pas? Et si ce gouvernement n'existe plus, bon, pourquoi ne pas alors laisser l'ennemi prendre le contrôle de Goma? Comme ça, Goma est ravitaillé à denrées alimentaires. Et je leur ai dit, c'est ça la volonté de Félix et de ses collaborateurs des pays agresseurs, nous mettre dos pour que nous puissions capituler et dire, bon, qu'importe ce que l'on va signer, pourvu qu'on recouvre un minimum de survie. Donc il y a péril à la demeure, c'est urgent. Les populations de Goma ont aussi le sentiment que les autres provinces, et principalement Kinshasa, tardent à leur emboîter les pas. Parce que, avec les manifestations d'hier, nous avons été confrontés à deux défis. Le premier défi, ces manifestations ont commencé depuis le vendredi. Le premier défi, c'est que les camions des humanitaires qui acheminent de l'eau vers les cas de déplacés ont eu du mal à trouver un passage. Parce que les routes étaient barricadées. Et les manifestants se sont retrouvés donc devant un défi où ils se retrouvent en train d'empêcher l'accès de l'eau à leurs propres compatriotes. D'où une première difficulté d'organiser des marches à Goma. Deuxième défi, c'est que les militaires ont dit, mais avec les barricades le long des routes, non, leurs jeeps, leurs véhicules ont du mal à se déployer en cas d'intervention. Donc, des manifestations à Goma, on doit réfléchir par deux fois pour savoir quel type d'organisation. Par contre, les villes où vous jouissez de toute la liberté, chers compatriotes, Goma, Lubumbashi, Matadi, partout, toutes les villes de la RDC.
Parce que, comme je l'ai dit, au regard de la facilité avec laquelle ils prennent le contrôle des agglomérations, ne soyons pas naïfs et penser qu'ils vont s'arrêter à la seule ville de Goma ou de Bukavu. Après Goma, ils auront décidé pour monter vers aller à Kindu, aller plus loin à Kalemi, le Tanganyika. Et s'ils atteignent Kindu, c'est le Kassai. Et Kassai, c'est le Bandundu, c'est Kinshasa. C'est du déjà vu. Enfin, il faut noter le fait que les populations congolaises à l'est de la RDC ne vont pas facilement se soumettre à la domination rwandaise. Et ne vont pas facilement se soumettre. C'est un atout majeur sur lequel nous pouvions compter si le pouvoir n'était pas complice. Mais avec la complicité du pouvoir, eh bien, cette résistance populaire risque d'être entraînée autrement par des agresseurs. Il n'est pas surprenant que si l'on permet au Rwanda M23 de prendre le contrôle de Goma, il n'est pas surprenant d'assister à la résurgence d'un nouveau mouvement piloté par les Ougandais à Beni Butembo et Ituri. Des informations que nous avons nous fait craindre cette situation et donc nous allons revivre la situation de 98-2003 où la RDC risque de se retrouver en face de plusieurs républicaines créées sous l'instigation des agresseurs. Si l'on fait de Beni Butembo un autre mouvement, une administration parallèle, sachant que les populations de Beni Butembo ne pourront jamais accepter qu'un mouvement rwandais monte jusque-là, et on exploite donc des affinités avec les populations ougandaises pour créer un mouvement fantoche là-bas. Le même scénario, un autre mouvement à Bunia, et puis d'autres acteurs vont surgir comme on l'a vu, RCD, ceci, MLC, ceci. Donc, le risque est grand, très très grand. Et ça nous exige que nous mettions nos intelligences ensemble pour que rapidement on conçoive un plan de sortie de crise pour sauver notre nation à danger. Faute de quoi nous serons la risée du monde. Vous avez suivi la vidéo d'un citoyen tanzanien qui s'opposait au fait de voir la Tanzanie faire partie des contingents qui devaient intervenir dans notre pays. Et il s'est moqué de nous en disant, c'est vrai, au nom de la solidarité africaine, nous devrions aider nos compatriotes congolais. Mais il n'est pas normal que nous envoyions nos enfants se battre en vue de défendre l'intégrité territoriale du Congo, alors que le Congo a des jeunes vigoureux, vaillants, dont la majorité, il parlait d'un quartier de la Tanzanie où nous retrouvons des Congolais, et il dit, mais comment nos enfants tanzaniens vont mourir pour défendre l'intégrité de leur territoire, pendant qu'eux sont dans le quartier ici, avec des pantalons qui montent jusqu'au nombril, en train de danser de la musique matin soir, plutôt que de s'élever pour aller défendre leur terre. Donc, cher Banamoka, il y a péril à la demeure, je n'exagère pas. Nous avons intérêt à réfléchir pour concevoir un plan de sortie de crise, faute de quoi Félix est en train de nous mener vers le chaos et nous avons donc l'obligation de mettre cela en échec. Je vous remercie. Monsieur le Président élu, Madame la Vice-Présidente, distingués membres du parti,
Avant de brosser la situation de sécurité de l'Ituri, permettez-moi de vous parler de ce petit dossier. Bon, c'est vraiment un dossier économique sérieux. C'est que le ministère de l'économie de M. Tshilombo a fixé une nouvelle structure des prix pour ce qui concerne les produits pétroliers. Et pour la zone est du pays, de manière injustifiée, il a fait monter les prix. Le litre de carburant coûtait 2300 francs à Bunia et aujourd'hui le litre est passé de manière inexpliquée à 3450 francs, soit une augmentation de plus de 1100 francs en une journée. Alors quand j'ai posé la question aux opérateurs pétroliers là-bas, ils me disent non, c'est le ministère de l'économie. Un camion de carburant qu'on dédouanait en provenance du Kenya pour rentrer à Ituri, on le dédouanait à 4000 $. Mais aujourd'hui, on leur a imposé de payer 17 000 $. Dans une province en guerre, une province totalement ravagée, contrôlée par les groupes armés, où toutes les routes sont devenues désertes, les populations sont dans les sites déplacés, comment on peut s'expliquer une telle méchanceté de la part des gens qui prétendent nous diriger? Donc nous sommes en guerre avec, encore qu'il n'y a même pas un ministre de l'économie. J'ai vu cette structure de prix est signée par un secrétaire général et c'est tout simplement inacceptable. Alors parlant de la situation sécuritaire, lorsque vous écoutez les explications très émouvantes de l'honorable Kasekwa, que je remercie en passant, sachez que même à l'heure où nous parlons, il y a une femme quelque part en Ituri ou un enfant qui sont en train de se faire égorger. La population de l'Ituri, à ce rythme, risque d'être exterminée et peut-être remplacée par d'autres populations. C'est chaque jour et chaque heure qu'il y a des morts là-bas. La semaine dernière, une embuscade tendue par les rebelles, les miliciens de Codeco à Djougou, contre l'armée, les FARDC, parce que l'insécurité n'épargne même plus l'armée aussi, a fait la mort de 2 colonels des FARDC et une dizaine de militaires de leur garde. Et ce qui est encore grave, c'est que les miliciens se sont emparés d'une grande quantité d'armes, y compris des armes lourdes. Vous voyez ces armes lourdes qu'on monte sur des jeeps de l'armée. Les miliciens les ont emportées. Et vous allez être étonné, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de l'armée. Notre crainte, c'est que ces armes, y compris des armes lourdes, vont servir pour tuer encore une fois les populations. Nous avions pensé que l'armée allait faire une attaque ou comment dire une contre-offensive et allait tenter de reprendre ces armes. Rien n'a été fait. Alors qu'on nous dit que nous sommes sous état de siège. Lorsque je disais avec ma vieille maman, elle m'a dit, mais à l'époque de Mobutu, mon fils, quand on tuait un militaire, un caporal, la réaction de l'armée dans ce village-là sera farouche. Mais on tue deux colonels de l'armée, avec une dizaine de militaires, on emporte une importante quantité d'armes, ça passe comme si de rien n'était. Ça fait croire à la population à Bunia que apparemment, c'est une organisation de ce général qu'on nous a amené là-bas, M. Luboya. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous transmets ce que les gens se sont amenés à réfléchir. On ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. C'est donc lui qui a organisé ça pour livrer des armes aux miliciens de Codeco, qui d'ailleurs n'a jamais combattu et avec lesquels il a toujours eu des rencontres. Alors après ça, le dimanche 5 février, ça c'est avant-hier, dans la localité de Diambou à Djougou, il y a eu une attaque de l'autre groupe armé, cette fois-ci c'est Zahir, parce que Codeco c'est pro-Lendou, Zahir c'est pro-Hema. 11 morts et une trentaine de blessés et dans cette localité de Diambou à Djougou. Le vendredi 3 février,
les mêmes miliciens de Zaïre ont enlevé un activiste des droits de l'homme très important qui est très actif dans la zone minière de Mungwalu. Mungwalu, c'est la cité de l'or. Elle est située à 90 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou. Mungwalu, en fait, c'était l'une des principales bases de la Sokimo lorsqu'elle était encore florissante. Il y a même une usine, comment dire, une usine d'exploitation de l'or moderne qui malheureusement n'est plus opérationnelle. Alors dans cette cité, c'est vraiment une cité essentiellement de l'or. Ils vivent plus de 22 000 exploitants artisanaux de l'or. Et cet activiste des droits de l'homme est le plus important là-bas. Il a été enlevé par ces miliciens des Zaïre qui le détiennent jusqu'à maintenant. Et ils exigent une importante rançon. Ils parlent de 20 000 $ avant de le relâcher. Donc nous sommes en train de nous battre pour mettre de la pression pour voir si on peut obtenir sa libération. Alors, les chiffres de la société civile pour le mois de janvier qui vient de se terminer, les décomptes macabres malheureusement, fait état de 138 morts du 1er au 31 janvier dernier. Alors que pour le mois de décembre, on était à 250 morts. Vous comprenez que pour les 2 mois seulement, de décembre à janvier, nous avoisinons les 500 morts en Ituri. S'il vous plaît, à ce rythme, c'est ce que je disais ici, à ce rythme, la population autochtone de l'Ituri va se faire exterminer. Alors que le problème de l'Ituri, je vous l'ai toujours dit, il est différent de celui du Nord Kivu. Nous, ce sont des groupes armés locaux. Les armes que ces groupes armés utilisent sont les mêmes que les armes des FARDC. Ça va vous surprendre parce qu'il y a l'armée ougandaise qui est là. Les armes que l'armée ougandaise utilise sont différentes des armes que ces miliciens utilisent. On pouvait être tenté de croire que c'est les Ougandais qui sont en train de ravitailler les miliciens en armes. Mais curieusement, les armes que ces gens utilisent sont les mêmes que les armes des FARDC. Qui les leur donne, d'où ça vient, nous ne savons pas. Et tous ces groupes armés, renforcés par les contrôles des sites miniers, de l'or, ils se font énormément d'argent, ils achètent des armes et il faut continuer à tuer, à tuer, à tuer. Ce qui se passe chez nous, c'est une faiblesse totale de l'État, une absence totale de l'État. Et c'est très différent de ce qui se passe au Nord Kivu. En Ituri, la paix a toujours été imposée. Parce que ce conflit et Malendu ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux conflit créé depuis l'époque des Belges. Et sous la Deuxième République, comme le régime Mobutu était puissant, Mobutu avait installé une base militaire en Ituri, à Aru, qui malheureusement n'existe plus avec l'AFDEL. Et il y avait des commandos là-bas quand ils essayaient, quand les deux communautés essayaient de s'affronter, les commandos venaient, ils frappaient sans pitié tout le monde et ils se calmaient. On a 20 ans d'accalmie, ça reprend. Ça reprend toujours, c'est cyclique. Leur problème est cyclique, générationnel. Vous ne pouvez pas le régler par des négociations ou de quoi. Non, il faut l'imposer. Vous vous rappelez, de 1999 à 2003, il y a eu la guerre interethnique là-bas. Et c'était un affrontement ouvert entre Hema et Lendu. Comme à cette époque, il n'y avait pas les gouvernements. Et les chiffres de l'ONU font état de 60 000 morts durant cette guerre. Mais il a fallu l'intervention Artemis de l'armée française sous mandat de l'ONU. C'est Artemis qui avait imposé la cessation des hostilités. Ces gens, c'est un problème qu'on gère comme ça. Vous ne pouvez pas attendre que ces gens laissent, s'entendre. Non, non, ils ne le feront pas parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mobutu l'avait compris, il a imposé, il a installé une base militaire et c'est la solution qu'il faut. Est-ce qu'avec ce genre de régime, qu'est-ce qu'on va attendre? C'est ça le problème donc. C'est ça le problème. Et pour finir, un petit commentaire pour compléter l'honorable Kassekwa. La mobilisation
populaire. Il est vrai, c'est vrai qu'on ne sent pas le Congo bouger comme on l'a senti en 2013 ou en 2012 lorsque le M23 s'était emparé de Goma. On ne le sent pas. Je crois que la différence ici, c'est que les populations n'ont pas confiance en ceux qui dirigent. Donc la population ne sait pas à qui croire finalement. Croire au M23, croire à Kinshasa avec tout ce qu'on voit, on sent franchement que ceux qui dirigent, d'abord, ce régime n'est même pas capable de créer une adhésion des Congolais eux-mêmes autour d'eux. Dans ce genre de situation, on ne gère pas un pays comme si on était en train de gérer sa boutique. On ne gère pas un pays par des émotions. Les limites de M. Tshilombo sont claires. On sait qu'il peut même avoir la bonne volonté du monde. Il n'a pas la capacité. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet aux autres. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans l'orgueil alors que vous êtes en train d'aller d'échec en échec. Qu'est-ce qui explique l'orgueil de ce régime aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il explique? On est orgueilleux pourquoi? Alors que c'est clair qu'on ne peut pas savoir gérer cette question. Devant ce genre de situation, tous les autres dirigeants au monde, ils s'en remettent à la nation. C'est ça, je crois, qui pose problème. Parce que le peuple, à mon avis, c'est comme des brebis. Le peuple ne peut pas se mobiliser comme ça. Donc si la nation, le Congo entier n'a pas encore bougé, je crois qu'il y a cette question. Les gens n'ont d'abord pas élu ce régime qui est là. C'est un régime illégitime, il ne faut pas oublier. Personne ne se retrouve en eux. Et je ne vois pas comment on va faire pour donc, la survie de la nation aujourd'hui. Moi, je ne voudrais pas passer par le dos de la cuillère, passe par l'éviction de M. Tshisekedi. Tant que Tshisekedi est là, dans cet orgueil, dans cet amateurisme, au sommet de l'État, ah non, moi je ne vois pas comment on va faire. Si vous avez suivi RFI le lendemain de la rencontre de Bujumbura, et je vais terminer par là, c'est qu'ils ont démontré que la rencontre de Bujumbura, en fait, c'est presque terminé à queue de poisson. Selon RFI, la présidente de Tanzanie est sortie. Il n'y a pas eu d'abord de photos de famille, vous ne l'avez pas vu, personne n'a vu une photo de famille, alors que c'était un mini-sommet des chefs d'État. La pratique diplomatique veut qu'il y ait toujours une photo de famille, il n'y en a pas eu, parce que justement, ça s'est terminé mal. La présidente de Tanzanie est sortie, le président du Kenya, et l'ambiance n'était pas bonne. Et je crois que c'est ce qui a fait, donc le régime ici, dans la salle, n'a pas su faire passer son message. Et c'est comme ça que vous avez vu M. Tshisekedi aller s'en prendre à un officier kenyan. D'abord, est-ce que M. Tshisekedi doit parler à un officier kenyan? Normalement, il ne peut pas, il va parler de quoi? Devant son président, est-ce que le Kenyan là, il répond à lui? Lui, il va parler à ses officiers congolais. Il va parler quoi avec un officier kenyan? Donc, ça montre un malaise. Il y a des choses qu'il n'a pas su dire là-bas. Et puis, vous avez vu, ils ont signé un communiqué. M. Lutundula a signé un communiqué pour tenter de nous flouer. Des choses qui ne sont pas dites dans le communiqué de Bujumbura, c'est ça ce qu'ils ont dit. C'est clair que l'EAC n'a pas un mandat offensif. C'est clair, il ne faut pas nous mentir. L'EAC n'a pas un mandat offensif, c'est clair. Et puis vous permettez encore qu'un nouveau redéploiement arrive. Pour des gens qui déjà ils vous ont dit que non, vous devez régler cette question par les dialogues. Ça n'a pas de sens. Les mots agression, ça ne passe pas dans l'EAC. L'EAC d'abord n'a jamais condamné le Rwanda. Jamais. L'EAC n'a jamais considéré le M23 comme un groupe rwandais. L'EAC considère ici qu'il s'agit des Congolais entre eux qui doivent se parler. Alors, vous allez nous dire que vous faites la diplomatie, vraiment? L'EAC, pour lui, il n'y a pas agression. Or, pour nous, c'est agression. Comprenez vous-même que nous sommes en train de nous faire flouer. Alors, quand ils ont compris que dans la salle, leur langage ne passe pas, voilà maintenant qu'ils vont signer le même jour un autre communiqué pour tenter de désorienter les Congolais. Oh non, EAC a un mandat offensif. EAC n'a pas un mandat offensif. Ça est devenu clair
À Kibumba, l'honorable vient de là. Les EAC cohabitent avec les M23. À Kibumba, ils sont ensemble. Là-bas, à l'heure où nous parlons, ils sont ensemble. Est-ce que c'était ça ce qu'ils nous ont dit? C'était pas ça. Donc on est floué du début à la fin. Et la survie de la nation va dépendre de nous. Mais le peuple ne peut pas se mobiliser. Il va falloir que d'abord on s'occupe de faire partir des bureaux de notre pays, M. Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwana Mboka Luc Malembe, pour votre exposé. Comme on dit, la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Mais ce Tshilombo ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut. Mais nous devons éviter d'être ce peuple dirigé par, permettez la tautologie, gouverné par les dirigeants qu'il mérite. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas nous considérer que nous, peuple congolais, nous méritons ce genre de dirigeants. Donc on doit refuser ça. Et c'est le moment de passer à l'action. Voilà, donc, cher Manamboka, nous allons passer à la deuxième phase de notre journée. Ceux qui ont des questions à poser, vous passez devant. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. En fait, je n'ai pas une question. Peut-être une proposition, parce que en suivant l'intervention de l'honorable Kassekwa, j'ai eu un cœur brisé. Peut-être même les larmes ont coulé. Ça peut être aussi le cas de tout le monde ici. Honorable, ma proposition est plutôt adressée au président élu Martin Fayulu. Vous avez été élu à près de 62% par les Congolais et Congolaises. Après avoir écouté l'honorable Kassekwa, c'est vrai que nous avons beaucoup réfléchi sur cette question de sécurité. Nous avons parlé. Les gens ne nous ont peut-être pas écoutés, mais les conséquences sont visibles. Je voulais proposer, si possible, que le président élu convoque, excusez-moi de parler en termes d'un conseil de sécurité, excusez-moi vraiment que je parle en ces termes-là, ses collaborateurs, ses lieutenants, qu'on réfléchisse, je ne sais pas, pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour une réponse appropriée. Parce que là, nous risquons d'être complices. Et chez nous, nous disons, pour nous les Kinois, excusez-moi, honorable Kassekwa Leli Namunuramboka. Leli Penza, Maman Nangaye, il a parlé de la mobilisation. Et il nous a dit très clairement que contrairement à une certaine année, c'est comme si nous sommes spectateurs. Monsieur le Président Elie, vous avez la charge patriotique de faire une adresse à la nation, d'appeler toutes les provinces que l'heure est grave et de leur montrer ce qui va arriver si nous ne réagissons pas. C'est un peu secret. Donc pour nous, les SID, n'ayant pas le pouvoir et ayant opté pour la lutte non violente, le président Martin Fayulu va faire une adresse à la nation et inviter toute la presse nationale et internationale pour demander aux Congolais de se prendre en charge. Parce que c'est un défi commun. Honorable Kassekwa, ma préoccupation est la suivante. Quand les rebelles du M23 quittent la forêt, ils entrent, il prend cette femme, il les enterre vivantes. Et il prend encore 50 personnes, il les amène à la forêt. Ma question est de savoir où sont les FARDC et les EAC. Deuxième chose, je voulais dire à Mwana Mboka Luc Malembe, le Tanzanie ne peut pas nous défier pour dire que nous n'avons pas des jeunes ici. On vient de recruter 10 000 personnes ici. 10 000 jeunes gens ici, on les a recrutés pour aller appuyer les FARDC au front.
Mais où sont passés ces jeunes gens qu'on a recrutés ici? Nous avons vu, nous tous à la télé. Mais très cher Bana Moka, nous avons, M. Chilombo nous a donné de très beaux discours que nous allons utiliser pendant la campagne électorale pour activer tout le monde afin que nous puissions récupérer ces pouvoirs-là. Je me limite par là. Merci. Pour ceux qui sont dans la communication, c'est notre camarade André Bissimois. Il est très actif dans la cellule de communication numérique de l'ESID. Il vient aussi du Nord Kivu à Goma. Merci. Merci, Monsieur le Président Eli. Merci le Secrétaire Général. Merci aussi mes camarades qui vous m'écoutez. Je vais compléter aussi sa présentation. Je suis aussi le secrétaire exécutif en charge de la mobilisation au Nord Kivu. Bon, ngai nangina lobande na lingala. Merci. Nangina s'adresser na ba camarades nango baza sima. Ba camarades nanga baza sima. Vraiment, je ne pouvais pas même accepter de rentrer sans que na lobana bino. Oyanga na zolo balelo. Peut-être peut-être kozande asuka. Pourquoi? Parce que tout ce que nous craignons est commis déjà. Et l'oko toza kobanga est commis déjà. Donc toza koyoka balkanisation eza okola nzembo. Je me souviens nayoka ke loko wana na monoko président depuis 2016. Mais moi-même, je ne prenais pas le président au sérieux. Tandis que nous avons des actes réalité. Mes chers frères, s'il vous plaît, évitez comme on a président. Parce que Mboka Oyo, eza Mboka président, eza pe Mboka Nabino. Mobutu a sali 32 ans en pouvoir. Mais chaque jour, nazaki mwana muke. Menga pena wo mwana nanga na yokaki Zaire ekolo moko nini eta moko tata moko mama moko Voilà, merci. Donc Mobutu combattait pour l'unité de ce pays. Mobutu nous a légué ça. Quels que soient ses défauts, mais Mobutu nous a légué ça. Kabila le père aye na Rwandais. C'est vrai. Ngamo konano simanae. Mais akinini. Kabila zo convaincre na biso soki totikeli mboka batoyo bakotika nango. Tokota comme ça to flouer bango. Heureusement ba Congolais tokotaki tindenge to ekobenga na bango. Kabila tikeli biso n'est jamais trahi le Congo. Mais aujourd'hui, elogonga na zolo belabino. Botika, comment on dirait spectacle. Bande konanga boza sima. Eloko yo n'héritage bokotika la bana, bokotika bana na bino. Je vous assure, tango mosusu bokoka lobby kuna Goma, Nord Kivu, eza isusu na bino te. Imaginez, boko kufa na conscience na bino eza sale. Yo moko komanda komi tuna, qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays? Mais ça sera trop tard. Mais loko na ngina loba nini? C'est ici où il y a toutes les ambassades du monde. Bosunga président, nde loko na ngina senga pe président. Président, sunga biso. Bandeko bazawa. Vraiment bon se mobiliser.
bolakisa monde que vous ne voulez pas. Parce que nous-mêmes, que les rebelles veulent prendre, lobi tolakisaki bango que, quel que soit eloko bozoluka, bino, tozana bino te. Mais malheureusement, moto bakangi, moyal se lobeleza isute. Donc, toko situka, toza isusu, kutu nazoloba, parce que, obokoka nenge honorable auti koloba. To se retrouver, biso moko nano tokangi, ba colère na biso tokangi ba balabala tout. Mais to se retrouver, bandeko na biso bazana baka, moye bazwa isu mai et bakokufa. Bakokufa isu na conscience na biso, sous notre conscience que bakufi na posa mai, bakufi na kozanga biloko pona biso. Ti eloko wana nde tali ke le loto bafongola mabalabala comme ça ba mai ekote la bato. Donc pour dire que toza isu na moyen ya kosala isu ba marche te. Toza isu na ngo te. Parce que banini ekomi ebele, ba défi ekomi ebele. Mais bino bato bozao bosunga. Vraiment bo telema, bo sauver mboka. Exact, même si on joue mandou quitté, mais ceux qui ont telemi, mokolo peut-être le président Kobenga Bino, pour le connaître nazo sengaye. Abenga ba kinois na place au nyonso ba koyoka. Comme ça mutu na mutu azala témoin. Pour makamosusu nazo mona, lobi na leka ki place moko, batie banini wana batia IDPS bazo ko sabatu. Ozolanda, bazo ebisa batu keno, eloko ezate kuna na este basoda biso bazo bunda. Tandis que biso nano bato toza kuna toza prise en otage déjà. Mais mutozo ebsayo que no bazobunda vraiment tozo zwa bamboka ngo wapi. Même un petit village comme ça ezate na soye babenga ke haiko. Vraiment bosunga biso eloko wana nena ngaki na loba président benga ba kinois soit na stade soki wapi na ba partenaire na onyoso zanango. Benga bango, oyebisa bango que c'est le moment ou rien. Donc mutu na mutu, conscience na e, soki bako kabola kamboka, mutu na mutu bakiasaki eloko te. Merci. Merci beaucoup, Maman Christine. Ça me fait très mal au cœur. J'étais en train de pleurer quand l'honorable était en train de parler. J'ai pleuré du fond de moi. Quand j'entends qu'on a enterré cette femme, surtout nous les femmes congolaises, les hommes congolais, vous êtes en face de moi. Je vous parle aujourd'hui au nom des femmes congolaises. Nous sommes très humiliés. Nous sommes très humiliés, président Eli. Vous avez été élu par le peuple congolais parce que les peuples vous ont fait confiance. Le pouvoir est dans la rue. Et vous êtes les seuls à dire un mot pour que nous puissions vous entendre. Ces peuples-là qui sont en train d'être maltraités en ce moment partout dans la République, ils ont besoin d'écouter votre voix. Et votre voix va consoler ces peuples-là. Que ce soit les femmes, les hommes, nous tous comme nous sommes là, nous sommes responsables de ce qui se passe et nous devons nous décider pour chercher à changer. Chacun doit réfléchir. Tu dois réfléchir là où tu es. Pour voir qu'est-ce que toi tu dois faire. Moi-même je me pose des questions. Quand l'honorable Kaseko a parlé, je ne regardais personne. Je me regardais moi-même. Je me disais qu'est-ce que moi je dois faire pour sauver mon pays. Mon ami Clément Mouza disait que, il a dit juste, je pleurais. En fait, c'est par la contrainte que je quitte Goma. J'ai subi plusieurs pressions pour que je quitte. Et avant de quitter, je prenais un repas à famille, les larmes aux yeux. Je disais, si Dieu ne fait pas grâce et si nous ne levons pas, ça risque d'être le dernier repas que nous partageons en tant qu'un seul État. Mes frères, je ne suis pas pessimiste. Ni était d'ailleurs le fait que je crois en Dieu, je n'aurais pas fait 2 semaines à Goma. Je suis arrivé le 24, j'ai commencé les tours à Kanyaruchinya le 25
Le 26, je suis parti à Sake pour me renseigner de ce qui s'est passé exactement à Kichanga. Je suis entré sur différentes lignes pour rencontrer des résistants. Il faut vous dire que la population n'est pas bras croisés. N'eût été d'ailleurs la mobilisation de la jeunesse, eh bien, cette affaire serait terminée depuis longtemps. Malheureusement, ces jeunes qui se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et des jeunes me posaient la question, ils disent, Kabila a commis des crimes en décembre 2006. Il a procédé au mixage. Des Rwandais sont devenus des militaires congolais. En 2009, il a procédé à l'intégration des ex-CNTP. Et même des Rwandais qui étaient venus dans le cadre de l'opération Umoja-Wetu, qui étaient restés sur le sol congolais, ils sont devenus des militaires congolais, parmi lesquels Bosco Taganda. Et il posait la question. L'État congolais est incapable de prendre le courage de soutenir des jeunes volontaires patriotes. Ils ne demandent même pas de salaire. Et ils sont abandonnés à leur triste sort. Donc, j'ai fait l'inspection des tours et le samedi, moi-même, je faisais la conclusion du diagnostic. J'ai trouvé que la situation était grave. Mais j'ai refusé de céder au défaitisme parce que je me disais, c'est moi qui ai le devoir d'encourager les autres à s'élever. Et donc j'ai dit, au nom de ma foi, je ne parle pas parce que plusieurs organisations de la société civile craignaient d'ailleurs que les gens du M23, alors, initialement ils comptaient entrer à Goma le dimanche 29. Par la suite, les rumeurs ont couru qu'ils voulaient prendre Goma au même jour que le pape était ici. La panique gagnait l'opinion. Mais j'ai dit, mon devoir c'est de contribuer à demander aux jeunes, à demander à la population de résister. Parce que nous avons résisté contre les RCD, nous l'avons mis en échec. Nous avons résisté contre le M23 2012, nous l'avons mis en échec. Mais devant cette défaite psychologique, eh bien, c'est un danger. Il fallait donc que j'aide à remobiliser les troupes, d'où mon point de presse tenu le 1er février, que j'ai intitulé « Sauvo Goma » de la menace des terroristes du M23 RDF. Donc, je voulais dire, à ma sortie de Goma, j'avais les larmes aux yeux, de voir qu'en dépit de cette résistance populaire qui est encore limitée, eh bien, ces gens-là se rapprochent de Goma et que, si rien n'est fait, je risque de ne plus me retrouver dans le même pays que ma ville d'origine de Goma, que mes parents et autres. Donc, c'est un cri d'alarme. Mais en même temps, comme maman le dit, rien n'est perdu. Alors, tout le monde s'intéresse au président élu. J'ai rencontré un pasteur qui m'a pris 3 heures autour de la question de savoir que dit le président élu. Parce que pour lui, comme l'a dit quelqu'un ici, il y a un vide du pouvoir. Et il se pose la question, quelle est la personne susceptible, capable d'assurer la cohésion nationale à vue de sauver la nation. Et ce pasteur me disait, nous avons quand même Martin Fayulu à qui la majorité des Congolais ont donné leur confiance. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Et il disait, est-ce que c'est l'argent qui fait le défaut? Il me disait, mais si nous on organisait même des collectes, mais il faut qu'il nous dise, est-ce qu'il a un plan? Mais ici je voudrais dire, le président élu n'a pas l'impérium et la force du président, c'est nous. Si nous restons son armée, c'est nous le peuple. Si nous, son armée, restons passifs, craintifs, sans initiative, eh bien,
il ne saura pas faire grand-chose. Donc, lorsqu'on dit président élu, c'est dire que c'est un défi qui nous est lancé à nous pour que, ensemble autour de lui, nous puissions mettre les idées, les énergies ensemble. Alors, un camarade t'a posé la question, mais on enterre vivant des femmes, on emporte des hommes. Où sont les FARDC et les AC? Bon, alors, les FARDC consentent des sacrifices énormes, chers compatriotes. Je suis de ceux-là qui, depuis beaucoup de temps, font le tour dans les différents territoires et je mesure la grandeur du sacrifice que nos militaires consentent pour la nation. Nombreux, vraiment, travaillent dans des conditions que d'autres armées ne sauraient pas faire. Mais comme l'on dit souvent, donne-moi une bonne politique et je te ferai une bonne économie, je te ferai une bonne armée. Notre armée souffre du déficit de leadership politique. Ce n'est pas que nous sommes faibles, non, bien au contraire. Pour que le Rwanda nous dépossède des localités, des agglomérations, des habitants de Kibumba me racontaient, le Rwanda déploie 3 échelons. Premier échelon, une première ligne se bat contre les Congolais, 72 heures, les Congolais ne cèdent pas. L'échelon rentre, recule. Le Rwanda déploie un deuxième échelon. Il se heurte à la résistance du même échelon congolais qui a débuté depuis le début. Deuxième échelon rwandais recule. Le Rwanda a un troisième échelon avec des équipements beaucoup plus élevés. Mais nous, l'État congolais, 100 millions d'habitants et une population déterminée, mais avec un pouvoir complice, dont le problème ne résulte pas au niveau des FARDC, elles donnent les meilleurs d'eux-mêmes, mais le problème réside au niveau du pouvoir à place. On a souvent dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Pour lui poser la question de savoir pourquoi l'armée abandonne des agglomérations à répétition. Et il dit, qui veut la paix prépare la guerre. Autrement dit, on ne peut pas gagner une guerre qu'on n'a jamais préparée. Ça, c'est le ministre de la Défense de la RTC. C'est-à-dire, il avoue qu'il n'avait jamais préparé la guerre. Et ils sont là pour faire quoi? L'état-major a présenté un état de besoin évalué à 5 milliards de dollars. Le pouvoir à place a présenté pour 2023 un budget de 16 milliards de dollars. Je suis de ceux qui ont pris la parole à l'Assemblée pour dire, déjà avec le budget de 10 milliards de l'année 2022, vous avez détourné autour de 6 milliards. Acceptons qu'on vous laisse fonctionner avec les 10 milliards de l'année 2022, mais affectons les 5 milliards de dépassement à couvrir l'état de besoin déposé par l'état-major. Comme ça, on relance la motivation des troupes, on rouvre les centres de recrutement sur toute l'étendue de la République, on relance la construction des casernes. Étant donné que nous sommes sous agression, eh bien, accordons la priorité des priorités à l'armée en lui accordant ces suppléments d'accroissement du budget. La priorité de M. Félix et de son pouvoir n'est pas là. Les 16 milliards là sont affectés ailleurs dans des détournements. Donc, on a un pouvoir desquels nous ne devrions pas faire d'illusions, mais qui joue à la complicité. Voilà donc
brièvement ce que je pouvais dire. Pour ajouter, notre camarade, lorsqu'il me parlait, il parlait de la balkanisation, j'ai rencontré à Goma un aîné qui était parti participer aux formations idéologiques sous Laurent Désiré Kabila dans le camp militaire de Rumangabo. Et il me racontait qu'ils avaient un instructeur rwandais. Cet instructeur rwandais lui disait qu'il va quitter l'armée le jour où 2 projets pourront se réaliser. Il le disait en 1996. Le premier projet, c'est la balkanisation du Soudan, qui s'est réalisée 14 ans après, je crois en 2011. Le deuxième projet, disait-il, c'est la balkanisation de la RDC. Donc ce ne sont pas des chimères, ils travaillent à fonctionner ça, nous l'avons dit ici, depuis la mise en échec de la deuxième agression du RCD, le Rwanda a changé de stratégie. Il a choisi de procéder par des stratégies d'occupation militaire intensive, c'est-à-dire il déploie des Rwandais dans l'armée congolaise. Ce déploiement est couvert par des accords. Accords de mixage, accords du 23 mars, des accords qui ne sont jamais passés, même au Parlement. Alors, aujourd'hui c'est pareil. Félix a signé des accords. Déjà le 11 et 12 juillet 2019, il y a eu des pourparlers entre les délégués de Chilombo et le M23 au Rwanda. Le 28 octobre 2019, ils ont signé ce qu'ils appellent l'affaire des routes de Kigali. Le Rwanda était facilitateur, côté congolais signé par Fedelfe Kaimbi, côté rwandais par le chargé de la sécurité extérieure du Rwanda. Et pour nous informer de ces accords-là, nous avons eu accès à la lettre du 20 novembre 2019, signée par M. Claude Ibalangi, qui demandait à l'auditeur général des FARDC de retirer le mandat d'arrêt émis en 2013 à l'endroit des seigneurs de guerre du M23. Je suis tombé personnellement sur une lettre du 12 février 2021 signée par M. Gilbert Kakonde, alors vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'il adressait à M. Félix avec comme objet demande, je crois, d'un montant de 1 364 000 $ à vue de la réalisation de l'affaire des routes destinée à la reddition des combattants M23. Et dans la dite lettre, il dit qu'une délégation du M23 séjourne à Kinshasa depuis le mois d'octobre 2020. C'est-à-dire pendant que nous, ils étaient en train de nous distraire dans la guerre entre Félix et le FCC, pendant ce temps-là, plus de 100 éléments du M23 étaient logés à l'hôtel Béatrice ici. Et dans la lettre, Gilbert Kakonde dit qu'ils ont tenu des discussions entre les 2 équipes d'experts, l'équipe de Kakonde, supervisée par lui-même, et l'équipe de la délégation du M23, et qu'ils ont abouti à des conclusions qui devraient être mises en œuvre durant 9 mois. Et ces conclusions-là exigeaient ce montant dont je venais de vous parler, et que l'issue finale de ces travaux serait la reddition du M23. Alors, il demandait donc ce montant-là. C'est dire qu'à plus de ces accords qui ont hypothéqué, qui ont concrétisé l'occupation de notre pays sous Kabila, Félix a poursuivi l'œuvre lui léguée par Kabila. Et dans leur communiqué du 29 mai 2022, en réaction à la déclaration du Conseil supérieur de la défense qu'il est déclaré de terroriste, les terroristes du M23 reviennent à cette lettre de Kakonde et disent qu'ils avaient convenu qu'avec le gouvernement de M. Chilombo, ils devaient participer à la pacification de l'Est. Vous vous imaginez que le M23, le Rwanda,
participent à la pacification de l'Est. Et qu'au plan militaire, ils auraient convenu que les unités du M23 devaient constituer une brigade d'intervention rapide qui ne dépendrait pas de la chaîne classique des commandements, mais qui serait sous le commandement direct de M. Tshilombo. Qu'au plan sécuritaire, les cadres de renseignement du M23 devaient constituer une unité autonome au sein de la 3e zone de défense, c'est-à-dire la zone qui s'occupe de Chopo et de l'ex-Kivu. Et qu'au plan politique, ils allaient participer à la campagne électorale de M. Félix pour lui faire gagner l'Est de la RTC où il accuserait un déficit de popularité du fait de l'absence de sécurité. C'est-à-dire que Tshilombo a continué à comploter contre la nation avec ces gens-là, à l'insu de tout le monde, à l'insu de l'opinion publique congolaise. Et aujourd'hui, comme je le disais, ayant constaté que l'opinion était hostile à ces accords, ayant constaté que nous nous étions engagés dans la campagne pour dénoncer cela, eh bien, il a choisi d'adopter notre discours, mais sur le terrain, il affaiblit délibérément nos troupes pour qu'avec la progression de l'ennemi, il nous mette dans une situation telle que, eh bien, les populations devraient accepter à nouveau que ces accords compromettants soient signés. Donc, ce n'est pas un problème de l'armée, c'est un problème que M. Félix et nous devons étudier comment nous orientons efficacement. Quelle est notre cible? Parce que lui-même joue maintenant la politique des boucs émissaires. Nous dénonçons l'inefficacité de la MONUSCO. Nous avons dénoncé depuis longtemps la complicité de l'EAC. On ne pouvait pas entraîner la RTC dans l'EAC, nous n'attendons rien de ça. Mais il ne faudrait pas que Félix joue à la diversion pour s'élever douanier alors qu'il est le principal problème, le principal acteur de cette balkanisation qui est en train de menacer notre pays et contre laquelle nous devons nous lever. Le Rwanda veut notre balkanisation, c'est clair. Pour le Rwanda, j'ai lu, je ne sais pas quel document, si c'est Jeune Afrique ou Kagame, aurait dit à Museveni que le Rwanda ne lui mérite pas. C'est trop petit pour lui. Le Rwanda, c'est comme une province de l'Ouganda, c'est trop petit pour lui. Il doit se créer un autre pays en RDC. Donc la menace, elle est là, elle est réelle. Et si nous venons ici pour en parler, c'est pour vous armer. C'est pour nous armer mutuellement, pour qu'on comprenne. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi sans savoir son plan, sans savoir ce qu'il planifie et son mode opératoire. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et ce n'est pas qu'on a peur, on n'a pas peur. Et ce n'est pas qu'on pense vraiment que le Rwanda saura nous balkaniser. Je suis totalement d'accord avec madame. Les menaces contre l'intégrité de notre pays n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà en 60, au lendemain de l'indépendance, la sécession katangaise, les Belges l'ont fait. La sécession du Sud Kasaï. La rébellion, c'était encore une sécession mouléliste. Comment dire, l'AFDL, le RCD Goma. Le RCD Goma, ces gens ont géré tout l'Est du Congo pendant 5 ans. Plus de 5 millions de morts. C'est à ce moment que les crimes les plus horribles ont eu lieu. On parle de femmes enterrées vivantes, mais sous le RCD Goma, c'était terrible. À Kassika, à Makobola, c'est des centaines de femmes qui ont été enterrées. Et ce qui est curieux, c'est que tous ces gens qui ont fait les crimes dans le RCD Goma, ils sont ici à Kinshasa. Dans toute l'impunité. Ils nous donnent des leçons, ils s'appellent nos dirigeants. Tous ces gens qui ont commis des crimes les plus horribles, il n'y a jamais eu un mouvement qui a commis les crimes les plus horribles comme le RCD Goma. D'ailleurs, le rapport Mapping a documenté presque entièrement les crimes lors du RCD Goma. Alors, donc, les menaces contre l'intégrité de notre pays n'ont pas commencé aujourd'hui, mais à chaque fois, notre pays a survécu. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec madame.
personne, et alors personne ne va balkaniser notre pays. Parce que la différence avec le Sud-Soudan, dont parlait l'honorable, c'est qu'au Sud-Soudan, il y a vraiment une division des peuples. Le Sud, ce sont des Noirs, le Nord, ce sont des Arabes. Les Soudanais du Sud-Soudan estimaient que les Arabes les maltraitaient et qu'il fallait se séparer. Et ils ont eux-mêmes écrit aux Nations Unies pour demander la tenue d'un référendum d'autodétermination. Vous ne pouvez pas balkaniser un pays s'il n'y a pas ça, le référendum d'autodétermination. Alors pour ce qui concerne notre pays, qui va demander ça? Personne. Qui va voter pour un oui, un référendum oui, pour qu'on se sépare? Personne. Donc c'est là où je suis totalement d'accord avec madame. Comptons sur notre peuple congolais, M. Tshisekedi, M. Kagame et tous ceux qui sont impliqués dans ce plan machiavélique, ils vont trouver le peuple congolais sur leur route. Je finis par la dernière question sur l'armée, les jeunes là qu'on avait recrutés. Je crois qu'ils sont encore en formation. Ça ne pouvait pas se faire en un mois. Mais est-ce que c'est pris au sérieux? Nous ne savons pas. Mais je finis par là pour vous dire que l'armée aujourd'hui, je ne suis pas militaire, il y a des experts militaires ici, mais l'armée a été mise depuis Kabila dans une situation où elle ne peut pas gagner. Parce que l'armée a des lois, la guerre a des règles. Quand on ne les respecte pas, quand on les dévie, on va échouer, c'est clair. L'honorable vous rappelle ici que vous avez 23 généraux à Goma, ils sont assis dans des hôtels luxueux. Ils sont en train de se contredire les uns les autres, de se mettre les bateaux dans les roues. Chacun veut qu'on parle de lui et c'est l'échec. Donc ça là, ça doit être clair. Donc les jeunes là, je crois qu'ils continuent à suivre la formation et j'espère que c'est pris au sérieux pour que, à l'issue de leur formation, ils puissent être utiles. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons pouvoir terminer, mais avant de terminer, il y a une réflexion stratégique qui m'arrive après avoir écouté tous les intervenants. Dans l'une de ses adresses à la nation, je crois dans l'une de ses adresses à la nation, le président élu s'était posé une question fondamentale. La question selon laquelle il se demandait, M. Tshilombo a déclaré, je crois à Londres ou dans un pays en Europe, qu'il a tout donné à M. Kagame. C'est tout ce que M. Kagame a demandé à Tshilombo en contrepartie du soutien qu'il lui a accordé pour accéder frauduleusement au pouvoir. M. Tshilombo lui a tout donné. Et le président élu s'interrogeait. Quel intérêt M. Kagame a-t-il de faire la guerre à Tshilombo qui lui a pourtant tout donné? C'est pas si vous vous rappelez encore. Et aujourd'hui, M. Kagame procède par une colonie de peuplement. On attaque un village congolais, un territoire congolais, une agglomération importante congolaise. Les populations autochtones fuient, se déplacent vers d'autres entités sécurisées par les FARDC. Et il y a des populations d'origine rwandaise qui viennent les remplacer. Les témoignages de la société civile du Nord Kivu sont là. Et chaque jour, si vous suivez le Top Congo et d'autres radios et d'autres chaînes de télévision nationales, on en parle. Et petit à petit, Kagame est en train d'implanter les populations d'origine rwandaise dans les provinces conquises, dans les territoires conquis. Et comme vient de le dire Luc, à un moment donné, il aura fini la première phase.
il n'est pas pressé de balkaniser physiquement aujourd'hui, comme on l'a dit, ou demain. Ça peut venir après 10 ans, ça peut venir après 25 ans, même quand lui-même ne sera plus en vie, mais c'est un projet rwandais. Et plus tard, lorsqu'ils auront fini la phase du peuplement des populations d'origine rwandaise, ils vont, eux aussi, comme au Sud-Soudan, s'adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour demander aussi qu'on organise un référendum d'autodétermination. À ce moment-là, ceux qui auront à voter dans ces territoires ne seront plus des populations d'origine congolaise. Ce sont des Rwandais venus en remplacement des Congolais qui vont voter. Et à ce moment-là, ça sera trop tard pour nous d'intervenir politiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, très bien. Voilà pourquoi, cher Banamboka, le président élu, dans beaucoup de points de presse, de ses adresses à la nation, a lancé plusieurs alertes. Et il avait déjà une longueur d'avance. Il avait déjà prévenu qu'à telle étape, il y aura ça. Moi-même, personnellement, quand le président disait, professeur de Woskitoko, l'EAC, c'est un cancer pour la RDC. Moi, je disais, mais est-ce que le président comprend le monde actuel? Alors que c'est moi qui ne comprenais pas. Je me disais, combattre l'EAC aujourd'hui, c'est une communauté des États d'Afrique de l'Est. Il dit, non, cette affaire, nous n'avons pas vocation d'être là-bas. Et comme tous les Congolais étaient convaincus que ce n'est pas là le problème, mais le président élu était isolé dans cette position. Mais aujourd'hui, même la puissante Église catholique est revenue sur la question pour demander à la RDC de se retirer de cette organisation sous-régionale. Et même l'entourage, même quelques acteurs, les acteurs conscients, au niveau même de l'Union sacrée, commencent même à dénoncer cette présence. Voilà pourquoi, cher Banamboka, pour terminer, les exposés, les interventions, les interpellations que nous venons de suivre tout à l'heure constituent, en tout cas, comme un appel à la réflexion. Je suis en train de chercher une lettre de 1986 adressée au secrétaire général des Nations Unies par la communauté Tutsi, qui demandait que les Nations Unies viennent organiser un référendum d'autodétermination en faveur des populations habitant Massissi, Rutshuru, Kalehe et Iji. C'était en protestation contre la décision prise par le comité central en 1981, la décision demandant la fin de l'octroi de la nationalité collective selon la loi de 1972 et qu'il demandait plutôt que la demande de la nationalité congolaise soit individuelle. C'est dire que cette lettre, cette idée de référendum d'autodétermination avait déjà été émise, adressée aux Nations Unies en 1986. Et aujourd'hui, l'idée est en marche. L'avantage que nous avons, c'est que toutes les populations congolaises sont hostiles à l'agression. Et l'une des raisons pour lesquelles la mobilisation devrait être lancée sans tarder, c'est qu'il ne faudrait pas permettre au Rwanda de chercher à nommer. S'il leur laisse le soin de prendre Goma, il n'est pas exclu qu'ils nomment un gouverneur de province
originel d'une communauté donnée pour essayer de l'amadouer. C'est ce que nous avons, c'est à quoi nous avons assisté sous la guerre de 98-2003. Ils ont réussi à flouer une certaine communauté du Nord Kivu pour se maintenir, se consolider. Alors, le schéma probablement est qu'ils nomment à des postes importants certains leaders originels de ces communautés-là pour obtenir l'adhésion et avec cette adhésion-là, relancer l'idée d'un référendum d'autodétermination, surtout dans la partie sud de la province du Nord Kivu, avec une partie du Sud Kivu, notamment Kalehe et Ituri. C'est l'une des craintes des informations qui circulent, d'après lesquelles on regarde l'hostilité de la population congolaise dans toutes les provinces, il ne se limite là et fasse appel à ce référendum. D'ailleurs, un ami me disait ce matin qu'il y a une proposition du schéma soudanais, c'est-à-dire la proposition qui consisterait à demander la présence de 2 missions des Nations Unies, 2 missions distinctes. Au Soudan, on a connu 2 missions distinctes, une mission qui était basée à Khartoum et une mission qui était basée à Djouba. Et c'est avec la mission basée à Djouba que finalement on est abouti à l'idée d'organiser un référendum et à faire du Sud-Soudan un État. Cette idée-là circule que pour la RDC, on demande, on change de formule de la mission actuelle pour avoir 2 missions distinctes, une mission qui serait basée à Kinshasa et une mission qui serait basée à Goma, bien entendu, comme matrice de l'accomplissement de ce plan qui est en marche, qui n'est pas une illusion, qui n'est pas une fiction. Nous devons être vigilants. Il n'y aura pas de référendum au Congo sans qu'il y ait un gouvernement favorable aux Rwandais, aux Ougandais, ici à Kinshasa. Ce qui fait que si le Rwanda, on ne prend pas garde, on n'est pas vigilant, impose à Chilombo les négociations, ces négociations vont aboutir par un accord de paix, comme par avant déséquilibré, où les Rwandais, les militaires rwandais vont rester dans notre pays, sous une forme quelconque comme des Congolais. Les populations venues du Rwanda vont rester dans notre territoire, peupler nos villages. En ce moment-là, nous, comme naïfs, nous allons applaudir que Chilombo a mis fin à la guerre et on va lui donner un 2e mandat. Et c'est au cours de ce 2e mandat qu'il y aura un référendum et notre pays va partir, ça sera la phase finale. Voilà, donc soyons debout, soyons vigilants et la MOUCA va entrer dans les laboratoires, réfléchir, pousser des réflexions stratégiques et nous proposer les actions à mener dans les jours, semaines à venir. Avec SID, avec SID, avec SID, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colobo, Congo et Colobo, Congo et Colobo, Voilà, les camarades, tous les bureaux du district de Moamba restent, mais les autres membres du bureau national peuvent partir. Il n'y a pas de réunion. Aujourd'hui, nous restons avec les membres du bureau de Moamba.